Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Romain Alberti. Tout d'abord, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025. C'est ma première vidéo aujourd'hui et si j'ai décidé de prendre la parole, c'est pour vous parler de la haute potentialité, ou HPI, ou surdoué, ou ZEB, ou tout autre qualificatif sur le sujet. Aujourd'hui, il y a deux courants qui se confrontent. Un premier courant qui explique que l'HPI serait forcément caractérisé par l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, une pensée d'arborescence, des difficultés de fonctionnement et d'adaptation à son environnement. Souvent porté par des psychologues qui ont pignon sur rue et qui euh, euh, vendent des livres sur le sujet. L'autre courant, en contradiction parfaite, explique que le HPI, au contraire, protège dans une certaine mesure de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, de troubles, et permettrait de rendre l'adaptation à son environnement beaucoup plus facile et plus fluide. En règle générale, cette position est tenue par des groupes zététiciens et autres. Donc les deux positions s'appuient sur des statistiques, donc sur des études empiriques, chacun targuant l'autre d'être dans un ensemble de biais cognitifs. Alors, qui dit vrai? Pour tenter d'y répondre, j'ai décidé de partir d'un autre axe, celui de la neurologie et de l'imagerie cérébrale. Et là-dessus, à peu près tout le monde est d'accord. La neurologie dit trois choses. Tout d'abord, la myéline. Elle enrobe les liaisons entre les neurones. Elle sert entre autres d'accélérateur des informations. Elle est plus épaisse chez l'HPI et les données voyageraient donc plus rapidement entre les neurones. La deuxième chose que dit donc la neurologie, c'est que l'interconnectivité entre les deux hémisphères serait meilleure chez les HPI. Enfin, lors de la gestion de l'information, certaines zones inactives dans la majorité des cerveaux sont activées chez les HPI, et à l'inverse, certaines zones sont inhibées uniquement chez les HPI parce qu'elles ne leur serviraient pas, à proprement parler, à la gestion des informations qui arrivent. Ce qui veut dire qu'il y aurait une forme de performance qualitative du cerveau HPI. Je vais maintenant essayer de traduire ce que cela implique de manière logique et démonstrative. Un HPI aurait ainsi la capacité à gérer, à intégrer plus d'informations de l'extérieur, de par ses cinq sens, mais aussi à gérer ce surplus d'informations dans le même temps. Il serait donc hautement sensible, mais pas hypersensible. L'hypersensibilité étant le delta entre le recueil des informations et sa capacité à gérer. C'est ce qui fait que l'on se sent, quand on est hypersensible, submergé par les informations qui arrivent de ces cinq sens. De même pour l'hyperémotivité, qui est le delta entre les émotions qu'une situation génère chez soi et sa capacité à les gérer. Les émotions alors ressenties sont trop intenses. Ce qui veut dire qu'être HPI permettrait de rassembler plus d'informations fines de l'extérieur et d'être en capacité de les intégrer, de les comprendre et donc de s'adapter plus facilement à son environnement. Si on s'arrêtait là, le discours 2 qui dit que l'HPI protégerait de l'hyperémotivité, de l'hypersensibilité, de troubles et de s'adapter plus facilement aurait raison. Mais là, ils partent du postulat que les parties du cerveau seraient globalement homogènes. Chaque partie du cerveau serait au même niveau de fonctionnement. Ça me paraît être très, très idéaliste. Je pense pour ma part, dans son évolution et dans son développement, avec tout ce qui nous impacte aussi dans notre vie, dans la vie courante, que notre cerveau a une hétérogénéité dans son fonctionnement plus ou moins importante. Les zones du cerveau ne fonctionnent pas au même degré et avec la même qualité. Cette hétérogénéité peut être suffisamment infime pour ne pas générer de troubles. Par exemple, pour aider à la compréhension, si j'ai des informations qui arrivent de niveau 1 et que la partie qui gère ces informations sont en capacité de niveau 1, tout se passe bien, on est sur un type homogène. Maintenant, si j'ai des informations de niveau 1 avec une capacité de les gérer à un niveau 2, tout va bien, parce que le delta de 1 est en faveur de la capacité de sa gestion.
Mais si j'ai des informations qui arrivent de niveau 2, avec une capacité de les gérer à un niveau 1, je risque de rencontrer des difficultés avec un delta de 1 en défaveur de ma capacité de gestion. Ce delta de 1 n'est pas forcément suffisant pour s'en apercevoir et générer une gêne ou un trouble. Imaginons que ce delta de 1 est le cas typique d'un cerveau normal, c'est-à-dire que je ne ressens ni gêne, ni trouble, ni neuroatypie. Ce qui arrive, je le gère. Voyons maintenant comment le HPI peut interagir avec ce phénomène d'hétérogénéité. Si on considère qu'il décuple le HPI, qu'il décuple les qualités et qu'il intervient partout de la même façon. En admettant le même exemple avec une hétérogénéité de delta de 1. Un HPI qui multiplie par 10 son niveau de perception et son niveau de gestion du fait. On passe donc à un niveau de perception, donc d'éléments extérieurs qui arrivent, donc d'éléments d'information, non plus de 2, mais de 20, pardon, 2 fois 10, 20. Et un niveau de gestion de 10. 1 fois 10, 10. Le delta, qui était alors de 1, passe à 10. 20 moins 10. Et non plus 2 moins 1. Et peut-être que ce nouveau delta de 10 est suffisant pour générer des troubles, là où 1 ne l'était pas. En résumé, le HPI décuplerait l'effet d'hétérogénéité du cerveau en décuplant la capacité de sa fonctionnalité. Donc on pourrait se dire que plus notre capacité cognitive est importante, plus le risque de voir apparaître des troubles est élevé. En conclusion, les deux discours ont raison. Si je suis sur un cerveau homogène, qui peut se traduire par ailleurs par des tests de QI homogènes, c'est-à-dire que l'ensemble des marqueurs du test de QI sont au même niveau, eh bien, on va dire que être HPI, ça protège des troubles, de l'hypersensibilité, d'hyperémotivité, et que ça peut, à la limite, faciliter l'adaptation à son environnement. Maintenant, plus les capacités cognitives augmentent, plus j'ai de risques d'en avoir une traduction hétérogène. Et donc, j'ai plus de risques de voir apparaître des troubles. Les troubles ne sont donc pas créés directement par l'autre potentialité intellectuelle, mais révélés par son application sur les hétérogénéités potentielles du cerveau. Ensuite, concernant l'idée de pouvoir s'adapter plus facilement. Il y a, rappelez-vous, des zones supplémentaires chez les HPI qui sont activées et d'autres inhibées par rapport aux autres cerveaux. Ce qui se traduirait logiquement par une manière différente d'observer, de gérer les situations et de réfléchir. Ce qui peut alors générer une impossibilité ou une difficulté dans sa communication avec les autres. Cette différence dans sa façon de comprendre le monde par rapport à la majorité des gens peut entraîner de l'incompréhension, de la discrimination ou même des difficultés d'intégration. Cependant, c'est un nuancé puisqu'un HPI peut utiliser ses capacités pour importer un maximum d'éléments extérieurs de façon à s'adapter à l'autre. Donc là encore, les deux discours ont raison. Tout dépend à quel niveau on se place. Vous allez me dire, oui, mais ça ne nous aide pas à comprendre réellement les choses. Déjà, ça nous aide à comprendre que c'est nuancé, que c'est plus complexe que ce qui nous est habituellement présenté avec des statistiques. Et encore, il y aura certainement d'autres facteurs à prendre en considération, comme les microbiotes intestinaux. Mais cela ne permet pas, par exemple, de savoir quoi en penser. Comment reconnaître un HPI d'un non-HPI? J'ai envie de vous dire, le test de QI. À moins que vous souhaitiez passer par l'imagerie de votre cerveau à vos frais. Alors oui, le test de QI n'est pas toujours hyper juste, et vous pouvez obtenir des petits écarts de 5-10 points. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui le plus probant? En tout cas, meilleur que tout autodiagnostic qui peut fausser notre regard sur notre mode de fonctionnement. Ce qui est donc le plus important à retenir ici, c'est que si vous avez des difficultés réelles, des problématiques que vous rencontrez, le plus simple est de réaliser un bilan cognitif avec des neuroscientifiques ou des psychiatres.
Ces bilans cognitifs vont vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous traversez comme épreuve aujourd'hui. Il est possible que vous soyez dans une forme de dépression, que vous soyez surchargé en termes mentaux, par exemple, dans le cadre de votre travail, et qui vous empêche de fonctionner correctement et normalement. Alors oui, ce bilan coûte assez cher. On est entre 600 et 1000 euros grosso modo. Sur un test QI, on est sur 200 ou 300 euros, il me semble. Donc oui, tout ça a un certain coût. Mais cela va vous permettre de mieux vous comprendre et surtout de connaître les leviers à actionner et les outils à mettre en œuvre pour vivre mieux. Être HPI ou avoir des troubles n'est ni un super pouvoir, ni une excuse. Pour autant, il ne faut pas minimiser ses capacités, ni les effets de ces troubles. On se doit de les accepter et de les embrasser. Je vous remercie. Passez une bonne journée. À bientôt.